Bienvenue dans Domino Podcast, le podcast dédié à l'exploration des technologies du Web3, de la blockchain et des crypto-monnaies. Si tu es curieux et que ces sujets t'intéressent et que tu souhaites en savoir plus, tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Samuel Vico, professeur, entrepreneur et podcasteur. Dans Domino Podcast, nous allons explorer ensemble le potentiel de ces nouvelles technologies et discuter des applications, des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Xali. Salut Sam. Comment tu vas ? Écoute, ça va très bien. Tu m'as ramené des popcorn, donc tout va très bien. Nice. Et toi ? Au top. Bienvenue donc sur le premier épisode, sur le premier épisode avec toi, du coup. Et pas le dernier, du coup. Pas le dernier, on espère. Du Domino Podcast. Et donc dans cet épisode, on va parler donc de différents sujets. On va parler gaming, influence. On va parler aussi un peu voyage. J'ai vu que t'aimes bien voyager. Et surtout, on va parler de notre sujet principal qui est tout ce qui est en lien avec la blockchain et le Web3. Ça me va. Ça te va ? Ça me va. Ok, top. Sans plus tarder, je vais te laisser un peu te présenter. Dis-moi un peu comment tu veux que le monde te connaisse. Ok, déjà, moi, j'ai juste une première question. Est-ce que je me présente en mode je suis en entretien d'embauche ou est-ce que je me présente comme un pote ? Tu te présentes comme tu veux, plus pote. Moi, je suis plus fan du côté pote qu'entretien d'embauche. Ok. Bah écoute, moi, c'est Xali. J'ai un âge entre les 20 ans et les 30 ans. Je suis absolument fan de tout ce qui touche autour de la finance, des investissements, de la blockchain, de l'argent. J'adore parler argent, contrairement à la moyenne française. Je trouve ça super fascinant. Sinon, le côté un peu plus tradit, j'ai fait des études de finance, donc à Sciences Po et l'ESCP. J'ai monté une première boîte où j'étais sur l'éducation financière des femmes, sur la renégociation salariale qui est toujours là et qui s'appelle La Moisson. Ok. Et ensuite, je me suis dirigée dans le milieu de la blockchain, où j'ai navigué un peu dans ces eaux un peu profondes et mystérieuses, et où je me suis lancée sur les réseaux il y a maintenant 4 mois. Ok, 4 mois seulement. Ouais, 4-5 mois. Ok, en plus, t'as plutôt grandi une belle communauté en l'espace de 4-5 mois. C'est quoi le secret pour grandir un peu une communauté blockchain sur les réseaux ? Le secret, je pense que si je l'avais, je remonterais 10 milliards de comptes et je me ferais un max de thunes. Non, je rigole. Non, en vrai, je sais pas. Un jour, ça a commencé à prendre. Et je vais te dire les trucs un peu bateaux, genre la régularité, essayer d'apporter un peu de valeur, d'être un peu différent. Et puis, d'échanger tout le temps avec les personnes. Et d'avoir une vraie volonté aussi, je pense, de partage. Ok. Et surtout, il y a un truc qui est vraiment stylé et c'est un plaisir. C'est d'avoir déjà une femme dans ce milieu rempli d'hommes. Comme vous pouvez tous le voir, ça fait plusieurs épisodes et j'en ai sorti 4 et je commence déjà à voir le côté mais c'est quand qu'il y aura des femmes ? Mais il n'y a pas des femmes qui travaillent dans ce domaine ? Si, il y en a. Où est-ce que vous êtes ? Comment est-ce qu'on vous trouve ? Non, en réalité, il y en a quand même, ça arrive de plus en plus. Et en plus, ce qui est trop cool, c'est que les femmes dans le secteur de la blockchain, en général, elles sont assez calées. Genre, t'as de belles femmes, t'as Claire, qui est assez connue, t'as Agathe aussi, qui, elle, a une sorte d'émission et qui fait beaucoup de communautés. Puis t'as des influenceuses. Enfin, en vrai, il y a pas mal de femmes trop stylées. Et après, oui, ça reste un secteur d'hommes. Hein. À la base, c'est un secteur de geeks. Hein, et les geeks, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dedans. Donc, Mais pourquoi, du coup qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes geeks ? Parce que c'était l'ordinateur et donc historiquement en tout cas, moi c'est ma petite information, je pense que lorsqu'il y a eu les premiers ordinateurs dans les foyers, c'était plus les papas qui s'en occupaient, les garçons qui jouaient aux ordinateurs, les femmes un peu moins. Et puis après on est rentré dans cette image un peu de geek et je pense que les femmes se sont un peu éloignées. En réalité je sais pas trop, il n'y a pas vraiment d'explications. Il y en a qui vont prendre des racines historiques, sociologiques, etc. Il y en a qui vont dire que c'est le cerveau ou de la biologie. Donc voilà, en tout cas, il y a moins de femmes. Ok. Et dans le monde de la blockchain aujourd'hui, quelles sont les femmes que tu revois un peu autour de toi ? Quelles sont celles qui t'inspirent ? Quelles sont un peu les femmes qui sortent un peu du lot ?
Bah, je vais encore du coup citer, je pense que c'est la plus connue, c'est Claire Balva, Ouais, totalement. qui a eu du coup monté, je crois que c'était l'un des premiers cabinets de conseil, qui a été racheté par KPMG et qui maintenant est consultante indépendante. On peut croire que je suis fan parce que voilà, mais j'ai regardé beaucoup de ses interviews, elle est assez brillante et elle présente même BFM TV aujourd'hui avec Asher. Ok. Je pense dans un souci de mixité, ils ont mis une femme et un homme, ce qui est très cool. Ouais, ce qui est très bien. Donc, franchement, pas de problème. Et ouais, c'est celle que je vois. Après, en réalité, quand je vais dans des conférences ou dans des événements, il y en a quand même. Ouais. Il y en a quand même pas mal. Moi, je sais que j'étais, il y a quelques temps de cela, j'étais à un événement donc, de Women in Web 3. Ah bah oui, il y a les Women in Web, tu vois. Ouais, et tu vois en fait que mais il y a énormément de filles ultra badass. Vraiment. Aujourd'hui, donc, on en tourne parfois plusieurs podcasts dans la même journée. Et aujourd'hui, j'en ai tourné un avec des filles incroyables dans le milieu de la blockchain qui font notamment sur la partie art et NFT. Donc, on avait des super conversations en lien aussi sur cette partie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire et comment est-ce qu'on fait pour attirer plus de filles dans le monde du Web3? Donc tu veux en attirer plus, toi? C'est le principe, tu voudrais une égalité De l'égalité. Alors, à titre personnel, moi, je trouve vraiment que plus on est diversifié, autant diversité de genre, autant diversité de culture et d'origine, ou même de segments, autant qu'on est, ça apporte de la richesse. Moi, je trouve qu'il y a de la richesse dans la différence. Du coup, je me dis, dans un monde où actuellement, il n'y a que des garçons qui ont un point de vue, on le dit souvent même dans la Silicon Valley, c'est dirigé par des hommes blancs, américains, judéo-chrétiens. Donc, ça donne quand même un prisme qui est quand même très limité. Comment est-ce qu'aujourd'hui on fait pour ouvrir un peu plus ça et permettre à d'autres personnes de rentrer dedans? Parce que ce qui est bien avec la blockchain, c'est que c'est quelque chose où on a un monde où les bases, elles sont un peu remises à zéro et où la communauté peut se créer et où on peut vraiment faire des choses incroyables avec des personnes totalement différentes. Bah, je suis assez d'accord et surtout que, enfin moi perso je le perçois comme ça, en réalité je trouve que t'es quand même assez bien accueillie quand t'es une femme dans ce milieu-là, donc bien sûr t'auras cette communauté ultra toxique un peu sur JVC ou des forums comme ça qui vont juste tacler toutes les femmes qui veulent se lancer, mais en règle générale, moi j'ai toujours été ultra bien accueillie dans des événements. Au contraire, on disait mais c'est trop cool de voir une femme qui s'intéresse à ce type de sujet. Donc déjà, je pense qu'il faut pas avoir peur d'y aller quand t'es une femme. Et puis après, plus il y aura d'entreprises blockchain, plus il y aura aussi de départements type marketing, ressources humaines, où là, intrinsèquement, tu retrouves plus de femmes. Donc je pense que ça va aller doucement mais sûrement. Déjà, il y en a encore une fois déjà pas mal. Et puis, en ayant aussi des créatrices de contenu ou des femmes qui s'expriment sur le sujet, tu sais, c'est l'effet aimant. Plus t'as des personnes, plus t'as des femmes ou des personnes qui te ressemblent, plus tu vas aller aussi dans un endroit. Donc, ça va le faire petit à petit. Et même moi, je le remarque avec ma communauté. En réalité, là, je suis à 35% de femmes qui consomment mon contenu. Je pense que la moyenne des créateurs de contenu sur ce type, la moyenne de femmes est largement inférieure. Donc, je pense que plus t'es une femme, plus tu vas communiquer sur ce type de sujet, plus ça va le faire. Mais du coup, pour ta communauté, pourquoi t'as choisi de te lancer? Pourquoi tu t'es dit, il faut que je me lance, il faut que je partage? Quelle était la base de ça? Alors, je me rappelle, tu sais que, non mais vraiment, j'ai cette vision. Bon, déjà, ça faisait quelques temps que j'avais vraiment envie de me lancer. Je me disais, c'est trop cool de partager, de monter. J'avais vraiment envie de découvrir cet univers. C'est un univers que je ne connaissais pas. Je me suis dit, autant te lancer dans quelque chose que tu aimes, c'est-à-dire la finance et plus particulièrement tout ce qui touche à la blockchain et aux crypto-monnaies. Et je me suis dit, écoute, à un moment donné, tu prends ton téléphone et je me suis lancée sur TikTok. Tu sais que ça a été la première plateforme parce que je me suis dit, je connais personne là-bas. Donc au pire, je me lance et ma vidéo, elle va être perdue au milieu de plein d'autres vidéos. Et ouais, du coup, je me suis lancée. Et en vrai, je trouvais ça trop cool aussi de déconstruire un peu les stéréotypes. Moi, ce qui me saoule beaucoup dans la blockchain ou même dans le milieu de la finance en général, c'est que tu vois plein de personnes avec leur costard ou leur tailleur. Et je déteste ça. Je trouve que je comprends qu'il faut que tu renvoies l'image d'une personne sérieuse parce qu'on touche à l'argent. Mais j'ai envie de dire, des fois, l'argent, c'est sérieux jusqu'à ce que tu dises que finalement, c'est aussi seulement un moyen et que tu peux t'amuser avec. Et quand tu t'investis, tu peux t'amuser en investissement. Bien entendu, il faut respecter des cadres, il faut faire attention, c'est quand même de l'argent, tu peux en perdre. Mais c'est pas obligé d'être super ennuyeux et super cadré comme je pouvais l'avoir quand j'étais en cours de finance à Sciences Po ou le CP ou pendant mes stages et tout. Donc aujourd'hui,
le cadre de base, c'est-à-dire, pas le cadre, la personne, mais le cadre dans lequel on évolue, qui était il faut être en costard-cravate. Toi, tu préfères aller à contre-courant de ça. On le voit aussi un peu dans l'influence. Par contre, on le voit un peu aussi dans l'influence où tu as des personnes qui sont plus en mode est-ce que tu fais des contenus? J'ai vu que tu as commencé à avoir tes premiers haters. Ça, en général, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Depuis le début, en vrai. Depuis le début. En général, moi, j'attends mon premier haters. Ah ouais? C'est pas un appel aux haters, mais j'attends c'est à ce moment-là où tu te dis, ok, je vais quelque part et tu t'es plus inaperçu. Tu passes pas inaperçu. Et il y a des gens qui seront totalement d'accord avec toi, il y en a qui seront totalement contre. Et je dis ça parce que tout d'un moment, il y a un de tes posts où tu as vraiment parlé de quelque chose de super intéressant qui était qu'est-ce que c'est que réellement vivre? Et est-ce que être influenceur dans le milieu de la crypto, ça veut dire avoir une Rolex? Non, je vois pas de Rolex à ton poignet, qu'est-ce qui se passe? Mince, j'ai vraiment raté ma vie là. Et être dans des jets privés, être au bord des piscines, montrer que on fait des millions. Est-ce que c'est ça la vie d'influenceur crypto? Non, mais pas du tout. Et souvent, en plus, ces personnes-là, c'est quand même rare. Moi, j'en vois pas mal à Dubaï. Bon, souvent, soit c'est des trucs de location, soit des fausses Rolex. Mais tu sais, c'est toujours l'imaginaire. Et c'est normal, la crypto aussi, il y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils se disent qu'ils peuvent devenir millionnaires rapidement. Donc forcément, en fait, ces influenceurs, ils sont pas bêtes. C'est du marketing. Ouais. Et du marketing dans la visibilité parce qu'ils savent par la suite que toutes ces personnes qui sont attirées par l'objet brillant vont venir vers eux pour avoir la même chose. C'est un système assez basique et humain de j'attire avec le brillant. Après, en soi, c'est aussi pénalisant de pas avoir cette image, pas forcément de Rolex ni machin, mais cette image super sérieuse, super cadrée comme certains peuvent avoir, parce qu'on va aussi beaucoup te juger par rapport à la manière dont tu parles. Moi, des fois, je porte des Pikachu parce que j'adore ça, ou je sais que je parle de manière assez extravagante. En plus, je suis une femme. En plus, je suis métisse. Ouais. Donc, tu vois, je porte beaucoup de choses en moi. Mais bon. Okay. Voilà, chacun trouvera aussi son public, et moi les personnes qui me suivent savent que derrière, ok, on peut rigoler, ok, on peut se marrer sur certains sujets. Après, le contenu que je délivre, en règle générale, je fais très attention à ce qu'il soit assez sérieux sur le fond. Pas forcément la forme. Et du coup, tu m'as dit que tu as commencé sur TikTok. Ouais. Moi, je te connais beaucoup plus sur Instagram. Est-ce que tu es sur Twitter? C'est quoi les canaux? Où sont les personnes qui suivent la blockchain? Où est-ce qu'on suit les vraies actualités en lien avec la blockchain? Alors, t'as sur LinkedIn. J'avais commencé un moment à poster pas mal sur LinkedIn. Je me suis vite arrêtée. Mais t'as de bons influenceurs là-bas qui vont te proposer du contenu très sérieux, très type LinkedIn aussi. Donc par écrit. Là, ça va être, plus des institutionnels ou des CEO de boîtes qui du coup doivent un peu vendre leur boîte et ce qu'ils font, etc. Ou alors t'en as certains vulgarisateurs ou même des écoles. Il y a pas mal d'écoles qui sont là-bas. Donc c'est le côté un peu brillant, show-off pour moi de la crypto, très institutionnel, très startup nation. Ouais. Après, t'as le côté TikTok qui est exploité beaucoup plus qu'on ne le pense. Le contenu TikTok, j'ai envie de dire, c'est un peu du contenu popcorn où tu peux avoir beaucoup de visibilité d'un coup. Après, est-ce que tu arrives à bâtir une communauté sur TikTok? Moi, personnellement, je ne suis pas arrivée. Je crois que j'ai 16 000 followers à l'heure actuelle sur TikTok. En réalité, je pense que les gens ne me savent pas qui je suis. Tu vois, ils se sont peut-être abonnés, je ne sais pas pourquoi. Par contre, ça a réussi à me ramener pas mal de trafic sur ma newsletter. Donc, j'ai aussi une newsletter et ça, il y en a beaucoup dans le milieu de la crypto. Je trouve que c'est un contenu assez sérieux, souvent assez cool parce que tu le reçois sur ta boîte mail, tourné autour de concepts que tu peux bien approfondir. T'en as sur Insta, où là, ça va être aussi beaucoup de vulgarisation. En soi, t'as pas du contenu ultra technique non plus sur Insta. Et de manière, les personnes qui sont sur Insta ne sont pas là pour chercher de grosses informations crypto. Souvent, c'est une personne qui se balade, qui a entendu parler de crypto et qui tombe sur une personne qui vulgarise et du coup commence à s'intéresser à cet univers à travers Insta. Et ensuite, t'as le roi des réseaux sociaux, l'un des plus toxiques, mais aussi, c'est Twitter. Twitter ou X. Ah oui, punaise, X, tu vois, il y a X, et là c'est là où t'as la majorité des influenceurs crypto, même des CEO des boîtes. En vrai, il y a beaucoup de communication blockchain qui tourne autour de Twitter. Je pense que c'est un indispensable quand tu te lances. Ouais. Mais après, ça vient avec les bons points et les mauvais points qui fait que sur Twitter, tu peux pas forcément bloquer les personnes ou voilà. Ah bon? Non. En fait, tu peux bloquer, mais tu peux pas, par exemple, supprimer des commentaires. Ouais, je vois. Ouais. Mais du coup, moi, j'avais une analyse de ça, c'est
dans LinkedIn, c'est la team blockchain, donc corporate, technique, blockchain et autres, et aussi éducation. Instagram, c'est effectivement monsieur, madame, tout le monde qui se balade là. TikTok, c'est vraiment le canal d'acquisition. Ouais, c'est mais un poisson en 2 secondes. Mais t'as 2 secondes pour attirer l'attention d'une personne sur TikTok, c'est horrible. Et donc, effectivement, c'est un sacré morceau sur TikTok. Ensuite, t'as Twitter, où là, il y a vraiment une communauté qui est réellement sur Twitter Money, bientôt X Money, du coup. Ça fait bizarre, X Money. Ouais, là, vraiment. il est en train de nous mettre dans des trucs un peu bizarres, là. X Money, du coup. Mais avec ça, là-bas, t'as la communauté NFT. Et t'as la communauté, je dirais plus, Web3. Donc, blockchain sur LinkedIn. NFT vraiment sur Twitter, une forte communauté NFT sur Twitter. Et après sur YouTube, il y a quand même une grosse communauté. Ceux qui veulent réellement apprendre et qui suivent de manière assez régulière sont quand même beaucoup sur YouTube. Exactement. Donc ouais, vraiment. C'est vraiment un canal, ouais. Et t'as même Facebook aussi pour le continent africain. Okay. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que le continent africain est plus sur Facebook. Sur Facebook, moi je cible aussi particulièrement, c'est ma stratégie, l'Afrique francophone. Et c'est vrai que Twitter, ça a été aussi, j'ai commencé sur Twitter, j'ai commencé à avoir des vues, etc., à faire des impressions. Et puis en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que la majorité des Africains francophones n'étaient pas sur Twitter. Donc t'as plus, la majorité, je crois que les top pays qui utilisent Twitter, c'est le Ghana et le Nigeria. C'est anglais. Et du coup, si tu veux toucher aussi l'Africain francophone de Côte d'Ivoire, du Maroc, entre guillemets, je mets des gros guillemets parce qu'ils n'aiment pas le dire qu'ils sont d'Africains. Mais dans ce cas-là, t'as Insta qui fonctionne bien, Facebook et YouTube. Et TikTok aussi, ils sont sur TikTok. Ok. Bon, maintenant qu'on sait ça, on va passer à la partie 2 et on va rentrer un peu plus dans le débat. À tout de suite. On est de retour. Donc là, on va parler un peu plus dans l'univers sur lequel tu proposes ton contenu, qui est plutôt sur quelque chose sur l'investissement. À comprendre, l'investissement pour toi, c'est quand même une histoire d'amour. C'est quand même la première boîte que tu as créée. C'est dont tes études, tu l'as fait dans le domaine des finances. Ouais. Et ensuite, tu as créé une boîte pour accompagner les femmes. Donc c'est un ADN que tu as. Parle-moi un peu plus de cette partie-là. Pourquoi c'est important pour toi d'accompagner les gens à développer leurs finances et surtout pourquoi c'est important d'accompagner les femmes à débloquer leurs finances? Déjà, moi, il faut savoir que je viens d'une famille. J'ai mon papa, c'était un commerçant. Donc quand j'étais petite, en gros, j'étais un peu son esclave. On peut dire ça, il me ramenait des tonnes de pièces et je devais les trier dans les rouleurs à pièces là, pour ensuite les emmener à la banque. Donc j'ai touché très tôt à l'argent de ce côté-là. Il m'emmenait travailler avec lui. C'était, je sais pas si je peux le dire après m'être arrêtée. Après, tu peux travailler avec tes enfants, tu les inities. Voilà, ils m'initiaient, c'était des stages bénévoles. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu cette pratique de commercer, d'échanger de l'argent et je trouvais ça incroyable. Et de l'autre côté, j'avais ma maman qui, d'ailleurs, gagnait mieux sa vie que mon papa et qui ne savait pas investir. En fait, j'avais toujours l'impression qu'elle savait pas contrôler son argent, elle savait pas comment investir, elle avait pas de notion de finance. Et du coup, j'ai grandi un peu dans cette dualité où je me disais, bon, c'est chouette, j'aime bien manager l'argent, mais je sais pas comment l'investir. Et en fait, à quoi ça sert, entre guillemets, de toucher à l'argent si t'arrives pas à le faire fructifier. Et donc, je suis rentrée à Sciences Po. À la base, je voulais faire de la politique. J'ai commencé dans ce milieu-là. Je suis repartie en Afrique du Sud. J'ai monté ma première entreprise. Et là, quand tu montes ta première boîte, vient le moment des finances. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraissait. Et surtout que sans finance, tu fais pas de boîte. En fait, la finance, c'est vraiment le cœur de tout. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial. J'aime bien commercer. Donc, tu peux échanger l'argent, tu peux en créer, tu peux potentiellement l'investir, même si je savais pas comment faire, mais j'avais conscience qu'on pouvait l'investir. Et en plus, c'est le cœur de tout le système dans lequel on vit. L'argent est au cœur. Et donc là, je suis partie en finance, à Sciences Po. J'ai découvert tous ces concepts, je trouvais ça trop chouette. Étrangement, le master, on était environ 50-50 femmes-hommes. Et puis, je bossais à l'époque, je me rappelle, dans un start-up studio.
Et en fait, on disait, ok, mais on parlait avec des femmes, etc. Et pour moi, c'était logique que toutes les femmes investissaient et avaient cette même notion de l'argent que moi. Et en fait, c'est juste que je me rendais compte qu'en parlant avec des étudiantes, des femmes, elles avaient toutes un problème, c'est qu'elles gagnaient toujours moins que les hommes. Okay. Et non pas qu'il y avait de la discrimination, du sexisme, c'était juste qu'elles n'osaient pas négocier, elles n'osaient pas aller chercher l'argent, elles n'osaient pas l'investir pour le transformer. Je dis pas que le sexisme n'existe pas, mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, une RH, c'est une femme. Donc souvent, c'est pas de la discrimination homme-femme, c'est vraiment la femme en elle-même qui se positionne très étrangement envers l'argent. Et donc je me suis dit, mais en fait, il y a un truc à faire. Comment ça se fait que moi, j'adore l'argent, que je commence à bidouiller, que je commence à investir à droite à gauche, que j'ai un pouvoir, parce que quand t'as la connaissance financière, t'as quand même un gros pouvoir sur ta vie, de contrôle sur ta vie, d'anticipation dans le futur. Je me dis, mais pourquoi je suis la seule femme, pourquoi je suis la mieux payée de mon master, et que je vois en fait les femmes après, elles sont toutes derrière. Et donc j'ai créé La Moisson, où là, vraiment, on était, écoute, faut éduquer financièrement les femmes, faut les pousser à oser aller négocier, donc ramener plus d'argent, parce que c'est le premier point pour gagner plus, va demander plus. Et ensuite, l'investir, ou alors te lancer dans l'entrepreneuriat. Nous, on était plus dans l'investissement. Et c'est vraiment là, à ce point-là, quand je parlais avec ces femmes-là qui ne connaissaient rien, ou alors la plupart de leur argent, c'était sur un livret A, ou, je sais pas, dans une assurance vie un peu chelou, où elles se prenaient plein de frais, je me suis dit, mais il y a un gros problème. Il y a un gros problème. Et moi, je veux pas être comme ça. Et je veux essayer d'aller, à chaque fois, quelque part, où je vais pouvoir aller chercher plus d'argent, tout en m'amusant. Je veux dire, l'argent ne drive pas ma vie. Ouais. Comme je te dis, j'ai vraiment un côté très amusant avec l'argent, j'en perds, c'est pas grave. J'en fais, je le fais fructifier, mais c'est génial, je veux m'amuser avec ça. Et c'est pour ça que je suis arrivée dans la blockchain, c'est pour ça que j'ai vu que les femmes demandaient aussi à apprendre, mais que peut-être par manque de représentation, peut-être par peur, parce que en tant que femme, on est moins enclin aussi à la prise de risque, on n'osait pas. Okay. Ce qui historiquement est étrange parce que historiquement quand même les femmes dans le foyer, certes l'homme avait son compte bancaire etc, mais dans les foyers c'est la femme qui manageait les budgets de la vie quotidienne et je pense qu'on le voit dans nos foyers. Et même moi je le vois par exemple en Afrique, les plus grands entrepreneurs en Afrique c'est des femmes et je défie n'importe qui de dire le contraire parce que une femme avec les petits entre guillemets les petits business qu'elle fait, elle nourrit une famille. Ouais. Et c'est incroyable à quel point les femmes ont une résilience incroyable en Afrique et je me dis, ça doit être partout et ça doit aussi se manifester dans des plus grandes sphères. La différence, et ce que tu as dit, c'est tellement vrai parce que j'ai plusieurs amis que j'ai accompagnés à renégocier leur contrat. En fait, la négociation commençait déjà à moi négocier avec elles, de pouvoir aller négocier leur contrat. Parce qu'il y avait ce côté de si je fais ça, mais l'entreprise, elle a ses intérêts. Toi, tu vends ton temps à cette entreprise. Du coup, ton temps, tu dois le valoriser. Parce que tu l'as valorisé au travers d'études, tu l'as valorisé parce que tu as une certaine exigence et que tu fais très bien ton travail. Donc, ton temps a une certaine valeur et il doit être payé à sa juste valeur. Et donc, c'est vrai qu'il y a un blocage qui était essentiellement lié au fait que les femmes en elles-mêmes ont parfois du mal, c'est pas toutes, mais souvent ont parfois du mal à négocier un peu pour elles. Revenus. Parce que pour leurs enfants, je t'assure qu'une femme, tu l'envoies négocier pour son enfant, elle va sortir l'école, elle va être une excellente négociatrice. Mais pour elle, faut lui rappeler en fait que quand elle négocie pour elle négocie aussi pour ses enfants. Alors que, à contrario, un gars, même s'il n'est pas extrêmement bon, les hommes, on a beaucoup trop de toupet. Mais vraiment, mais c'est génial. Mais moi, je trouve ça génial. C'est ce que je dis aux femmes souvent. Oser. Et c'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma vie quotidiennement pour montrer, ose être là où on ne t'attend pas. Je suis métisse, j'ai voulu faire de la politique pour devenir première présidente de France. Ose être complètement barjo, suivre ton rythme. Ensuite, j'ai lancé mon entreprise, je me suis fait escroquer en Afrique. C'est pas grave, j'ose aller dans la finance. Alors, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Pareil pour la blockchain, il y a un engouement. Je vois qu'il y a de l'argent, je vois que ça se passe. J'en avais déjà entendu parler en plus dans mes cours à Sciences Po. Ose aller là où on t'attend pas. Et au pire, tu te foires. Et au mieux, tu t'amuses et tu gagnes de l'expérience et tu arrives à augmenter ton capital et à apprendre davantage sur l'investissement. Tu me parlais de ton cours à Sciences Po. Est-ce que tu peux... j'ai entendu sur un autre podcast que tu avais fait où tu partageais comment était ta première relation avec la blockchain. Explique-moi. Non, mais ça, c'était incroyable. Je crois que c'était mon premier cours d'amphi de macroéconomie. Première M1. Et je sais pas pourquoi. Je crois que... Attends, c'était en 2019. Ouais, donc même en bière, en vrai, je comprends pas. Mais bref. Et t'as le prof qui arrive et qui dit... pourquoi les crypto-monnaies ne sont pas des monnaies.
Et là, il nous dit que les crypto-monnaies, c'est dangereux, ce n'est pas une monnaie, il n'y a pas de valeur derrière, et qu'en plus, c'est illégal et ça sert à acheter de la drogue et des armes. Ce qui n'est pas 100% vrai. Ouais. Et du coup, je me suis dit, mais c'est dingue, pourquoi on en parle aussi, pourquoi on me parle de quelque chose et c'est aussi diabolisé. Et moi, j'adore quand quelque chose est diabolisé parce que je me dis, il y a quelque chose à creuser. Du coup, tant qu'on dit n'y va pas, toi, tu plonges. Ouais, vraiment, la gosse insupportable. Non, mais oui, et franchement, je me suis dit, mais il faut que je m'intéresse à ça. Ouais. Et j'ai eu la chance, par contre, ensuite d'avoir un professeur, donc Sciences Po proposait un cours sur la blockchain, ses cas d'usage, etc. Et lui, je me souviens que c'était un consultant qui bossait chez Accenture sur toutes les technologies blockchain. Donc j'ai pris son cours que j'ai suivi pendant un semestre. Et lui, c'était un passionné. Il nous a fait venir beaucoup d'acteurs de l'écosystème. Et ça a été vraiment mon premier fit avec la blockchain. Je me rappelle, à la fin de ce semestre, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, écoutez, je crois vraiment que la blockchain, c'est l'avenir. Je veux bosser dans la blockchain plus tard. Est-ce que vous avez quelque chose pour moi ? Et il m'a jamais répondu. Et voilà. L'histoire incroyable. Du coup, bon. Et du coup, t'as quand même fait ton petit chemin. C'était quoi ton premier boulot dans la blockchain, du coup ? Alors, trop drôle. Enfin, je sais pas si c'est drôle ou pas, j'étais modératrice. Ok. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est être modératrice, c'est qu'en fait, souvent, il y a un projet Web3 et tu as la communauté. C'est super important, une communauté dans un projet Web3. Et les communautés vont se rassembler sur des canaux tels que Telegram ou Discord. Donc moi, j'étais sur Discord et en fait, j'animais la communauté, je répondais à des questions. Je répondais à des questions sur le projet, etc. J'étais juste modératrice dans plein de projets, des fois un peu chelou. En vrai, je comprenais pas moi-même ce que je faisais. Je me disais juste, c'est trop cool, je suis payée pour répondre à des messages. À côté, j'avais mon travail quand même. Et je trouvais ça trop génial. Et j'ai commencé du coup à organiser mes premières conférences blockchain dans ma première entreprise. Et je me souviens que j'avais invité Claudia Loma, qui a un podcast qui s'appelle NFT. J'avais invité Agathe, une créatrice de contenu. Et il y avait, oh mon Dieu, j'ai oublié son prénom, pourtant elle est super connue, c'est la présidente de l'ADAN. Et pourtant, elle est génialissime aussi. Faustine Fleuret. Ouais. Et je les avais invitées et je les connaissais pas trop, on avait co-organisé ça et en fait, il y a eu plein de femmes qui sont venues, c'était génial. Nice. Incroyable. Ensuite, commencer dans la blockchain, maintenant, ça c'est comment toi t'as commencé. Du coup, comment est-ce que tu conseillerais les gens pour pouvoir commencer dans le monde de la blockchain ? Je pense qu'il faut trouver son intérêt dans la blockchain. La blockchain, en fait, ça veut tout et rien dire. C'est comme Internet. Donc, ce que je veux dire, c'est que tu trouveras de la blockchain dans tous les secteurs que tu souhaites. Si tu es plus dans le secteur de l'automobile, essaye de trouver, je sais pas si ça existe, mais des entreprises qui font des smart contracts pour l'automobile ou qui utilisent la technologie blockchain pour je ne sais quoi. Si tu es fan de musique... Porsche a fait un truc comme ça sur la... Ouais, ils ont fait une collection qui a qui a flop. Mais oui, bon, ils ont fait. Et si tu peux, je sais pas, si tu veux bosser dans le milieu de la musique, t'as invité Bolero. Moi, j'adore cette start-up, je la trouve géniale. Tu peux trouver ce qui t'intrigue, toi, quelque chose que t'aimes, trouver un projet Web3 et et ça va être ta porte d'entrée. Donc, tu commences à regarder ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils utilisent la blockchain. Et ensuite, tu creuses un peu le sujet, qu'est-ce que la blockchain, pourquoi ça a été inventé, etc. À distinguer avec les crypto-monnaies, même si c'est très lié, tu peux t'intéresser aux crypto-monnaies sans, entre guillemets, trop t'intéresser à la blockchain. Tu peux t'intéresser à la blockchain et vraiment, les cryptos, ça sera juste un moyen et pas vraiment une passion à part entière. Ouais. C'est vrai que les cryptos, on est plus sur de la finance, la blockchain, on est plus sur de la techno. Exactement. Ouais. Les NFT, on est plus sur de l'art et... Techno aussi quand même, NFT. Techno aussi, mais après, aujourd'hui, comment c'est utilisé, c'est plus dans le domaine artistique, autant photo, image que musique pour Bolero. On se rapproche aussi de ces technos-là. Après, en termes de techno, c'est utilisé, mais c'est pas forcément... par exemple, le seul truc qui me revient, qui ressemble un peu à un NFT, c'est les Soulbound tokens, qui sont les tokens qui sont dans... En fait, c'est un token qui va être dans ton wallet, et à partir du moment où il est dans ton wallet, il n'est pas transférable. C'est pas un token qui est transférable. Et en fait, c'est ce qu'on utilise pour les diplômes. Ok. Pour ne pas que tu puisses falsifier ton diplôme, envoyer ton diplôme à quelqu'un d'autre, montrer que si. Lorsque tu donnes ton adresse de wallet, on t'envoie et le Soulbound token, donc
ça reste dans ton wallet. Ça, c'est un cas d'usage d'NFT, mais honnêtement, je pense que effectivement le grand public a connu les NFT à travers tout ce qui était artistique, toute la hype des NFT de 2021 où c'était un marché, c'était n'importe quoi. Mais par contre, il y a vraiment de vraies boîtes qui utilisent les NFT dans la vie de tous les jours. Comme quoi, actuellement? Bah, comment elle s'appelle? Je crois que c'est une boîte de billetterie qui est incubée chez Pirates Lab. Donc eux, ils ont produit des NFT pour le Hellfest Festival, donc le gros festival de métal. Ça commence à être utilisé dans des compagnies d'assurance, dans des compagnies aériennes, pour notamment le justificatif de billets ou de remboursement en cas de retard du vol. T'as quoi? En réalité, t'en as plein, ça commence à vraiment émerger. Là, je t'ai donné 3 cas d'usage, mais je suis sûre qu'il y en a des tonnes et que j'en passe beaucoup. Mais c'est vraiment, ça commence à être vraiment beaucoup plus utilisé. Ça, au final, c'est le plan de la blockchain. Mais sauf que c'est pas mis en avant le fait que c'est des NFT. C'est plus la blockchain qui est utilisée. Mais lorsqu'on parle d'NFT, aujourd'hui, quand tu dis à quelqu'un NFT, ça rime avec art. Oui, parce que ça a été connu comme ça. C'est le grand public l'a connu comme ça. Et tant mieux en vrai. Il faut toujours une entrée, une porte à ça. Non, mais moi je pense que le côté, en tout cas, moi j'arrive à le distinguer comme ça. Blockchain, c'est vraiment corporate. Et dans blockchain, t'as tout. T'as smart contract, t'as crypto, t'as NFT, t'as tout ça. C'est un peu un buzzword qui reprend tout un peu en soi, mais blockchain c'est vraiment le côté un peu infrastructure. Après t'as le côté un peu plus divertissement, culture, où moi je le vois effectivement avec NFT. Après le côté vraiment culture, troll et autres, là je le place un peu plus dans le Web3. Web3 c'est vraiment l'univers d'internet un peu qui bouge un peu dans tous les sens. Après est-ce que t'es d'accord ou pas du tout? Je vois, n'hésite pas à me contredire, il n'y a aucun souci. Mais moi, je le vois plus comme ça, le Web3. Le Web3, c'est plus cet univers où c'est pas la définition. La définition du Web3, on la connaît et on la partage sur le podcast. Mais c'est vraiment un univers où les gens qui disent qu'ils sont dans le Web3, c'est plus le côté un peu sympathique, un peu gaming qui rentre dedans. Ouais, non, moi je suis pas d'accord. Moi déjà, je pense qu'il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui vont, ça se trouve, disparaître dans quelques années parce qu'on en invente beaucoup trop. Mais pour moi, le Web3, c'est justement tout ce qui englobe la blockchain, les NFT. Encore une fois, je suis désolée, je vais vraiment te contredire. Pour moi, c'est non-fungible token, donc ça fait partie de la technologie ça, aussi. Je suis d'accord avec toi. De l'art. Et tous les vocabulaires qu'on entend, mais pour moi, c'est vraiment, c'est là où tu rentres dans le Web3, mais il y a tout ça qui est englobé. Et c'est là où tu te différencies du Web2, où dans le Web2, par exemple, tu n'utilises pas la techno-blockchain. Oui. Donc, t'as pas la décentralisation, t'as pas le côté même NFT marrant, d'art, etc., puisque ça t'appartient pas, sauf si tu l'achètes en physique. Mais ouais, pour moi, le Web3, ça englobe tout ça. Après, encore une fois, les sémantiques, je pense que ça va être modifié et remodifié dans les prochaines années qui suivent. Donc, on verra où ça nous mène. Et du coup, là, tu nous as dit comment intégrer, mais là, dans une période de bear market où le marché est donc au plus bas, où la plupart du temps, lorsque tu parles à quelqu'un en disant « je fais de la blockchain », la personne, elle te demande « mais c'est pas mort, ça ?» Ah, de fou. Comment est-ce que tu parles de blockchain dans un environnement où les gens, entre guillemets, n'y croient plus, où au final, on sait que quand ça va reprendre, tout le monde va encore courir derrière, tout le monde va encore te demander. Du coup, tu peux me montrer comment faire? Comment tu fais pendant cette période-là pour manager et pour potentiellement préparer les périodes où il y aura plus de demandes? Déjà, pour moi, la blockchain, en vrai, c'est pas mort parce que la blockchain, c'est la techno et pour le coup, là, il y a plein d'entreprises, grosses entreprises de la tech qui l'utilisent. C'est une techno qui est en réalité qui est extrêmement performante. Donc pour moi, ça a déjà gagné le terrain. Le côté un peu plus, comme tu le dis, genre des personnes qui te demandent, c'est pas forcément tu bosses dans la blockchain, c'est plus les cryptos. Parce que t'as le côté spéculatif et ils disent mais le Bitcoin, il est mort. Ouais. Et là, t'es en mode oui. Et j'ai vraiment une réaction quand je dis que je bosse dans la blockchain. Donc il y en a qui me disent blockchain/crypto, qui me disent mais soit est-ce que t'es multimillionnaire, soit mais en fait t'es totalement fauché et du coup t'as tout perdu. Et du coup, c'est quoi la réponse? Est-ce que t'as tout perdu? Est-ce que t'es multimillionnaire? Alors, je suis pas multimillionnaire. Not yet. Not yet. Mais non, j'ai pas tout perdu. Je me souviens que j'ai eu de la chance avant le crash de Luna. Donc, le crash de Luna, oui, ils connaissent un peu, etc. Pas besoin d'expliquer. Mais en gros, j'avais retiré mes cryptos. Donc, je les avais pas sur Lina, mais tu sais, toutes les cryptos ensuite ont descendu. J'avais tout passé en stablecoin. Donc, les stablecoins, c'est les crypto-monnaies qui sont adressées à une valeur fiduciaire. Donc, c'est 1 pour 1, genre type dollar ou euro. Et du coup, j'étais repassée en stable. Donc, j'ai eu forcément des chutes, mais pas énormément. J'ai beaucoup réparé la casse. Donc, ça va. Ça va pour mon portefeuille. Après,
comment tu veux te lancer dans les crypto-monnaies quand t'es en bear market? Déjà, c'est génialissime parce que tu te lances à la bonne période. Exactement. C'est les soldes. C'est les soldes, attention avec le mot solde parce que ça peut ne jamais remonter aussi. C'est vrai. Non, mais après, je pense c'est dans un domaine. La blockchain, c'est pas non plus. C'est pas un casino. Moi, il y en a certains qui peuvent le prendre comme un casino, mais il y a des fondamentaux. Si tu arrives à les comprendre, si tu arrives à les respecter, en vrai, tu réduis les chances d'échec. Ce n'est pas un conseil en investissement, en tout cas, mais si tu sais exactement que voilà, ce projet, tu vas pas juste investir dans ce projet parce que ton oncle ou ta boulangère t'a dit d'investir ou parce que le nom a l'air drôle ou le nom a l'air sympa. Non, tu vas aller regarder les fondamentaux. Il y a un épisode où on parlera de tokenomics. Tu vas aller regarder qu'est-ce que c'est que le tokenomics de ce token-là. Est-ce que le tokenomics permet à ce que le token puisse prendre de la valeur avec le temps au fur et à mesure que les gens vont venir et l'utiliser. Donc tout ça, ce sont plein de petites données. Comment est-ce que tu fais en bear market pour te préparer et savoir quels sont ceux qui vont monter? Je suis désolée, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment pas d'accord. Ah ouais? Vas-y, dis-moi. Non, mais c'est intéressant. Non, en réalité, pour moi, je fais partie des personnes qui disent que les cryptos, ça reste aujourd'hui le gros Far West et c'est quand même un gros casino. Genre, je suis sûre que dans 10 ans, le top 10 ne ressemblera pas du tout. Ça, sur ce point-là, on peut être... à ce qu'on est. Et je suis aussi partisan du fait que l'utilité ne veut pas forcément n'est pas égale au prix du token et à la valeur du token. Ça peut être vraiment deux choses différentes. Donc après, bien entendu, là où je te rejoins, si tu fais de l'analyse fondamentale, l'analyse entre guillemets technique, t'as moins de chances de te retrouver à zéro. Mais tu vois, typiquement, moi, j'adore le Bitcoin, je suis une convaincue du Bitcoin, mais demain, je n'exclus pas la possibilité que la valeur du Bitcoin soit égale à $0. Genre, pour moi, ce n'est pas impossible. Pourquoi quel serait le cas échéant où la valeur du Bitcoin serait égale à $0? Je sais pas, interdit, les gens arrêtent de l'utiliser. En fait, en soi, le Bitcoin, c'est basé sur une croyance, sur ok, t'as la techno derrière, mais c'est parce que des gens l'utilisent, parce que les gens spéculent sur le Bitcoin. Si demain, avec les CBDC, donc tout ce qui est manque monnaie des banques centrales, tout ça remplace un peu tout l'univers du Bitcoin, etc., et que les gens n'y voient plus d'intérêt, le Bitcoin peut clairement tomber à zéro. Enfin, je veux dire, c'est des possibilités. Moi, je n'y crois pas et j'investis à mort sur le Bitcoin. Maintenant, tu peux pas être convaincu que quelque chose n'ira jamais à zéro. On est sur des marchés financiers qui sont régis par l'offre de la loi et la demande. Maintenant, voilà, ça c'est le petit avertissement. Tout peut aller à zéro et je dis à chaque fois ça à tout le monde. Maintenant, moi, je ne pense pas. Par contre, effectivement, la plupart des cryptos que tu vas avoir dans ton portefeuille, demain, leurs valeurs aussi peuvent aller à zéro parce qu'il y en a beaucoup qui inventent des trucs, qui sont refaits. Il y a beaucoup de forks de blockchain qui sont forkés avec des utilités plus ou moins douteuses ou des fausses utilités. Mais tu as des cryptos, effectivement, qui révolutionnent un peu tout ça. Mais du coup, pour toi, c'est quoi la base? C'est sur quoi qu'on doit se baser alors pour investir? Parce qu'au final, si on peut pas forcément se baser sur des fondamentaux, si on peut pas se baser sur de l'utilité, sur quoi on se base pour investir? Si, tu peux te baser sur des fondamentaux. L'utilité, en fait, je veux dire, c'est qu'on peut pas être convaincu que ça va jamais baisser et il faut garder en tête que c'est un marché nouveau, que c'est un marché extrêmement volatile. On n'est pas sur un marché boursier et même des valeurs boursières, après le crash de 2008, il y en a qui se sont jamais remises, notamment les banques. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Genre, ça, c'est clair. Les crypto-monnaies, tu peux perdre ton argent. Maintenant, écoute, déjà, si t'es débutant, commence pas à aller chercher des cryptos qui vont faire un x100. Essaye d'aller sur des cryptos plus sûrs, notamment le Bitcoin, qui récemment a été déclaré comme une monnaie, comme un token non security par la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américains, qui a dit que ce n'est pas un produit financier. Donc un security token, c'est un produit financier. Donc ça, déjà, en termes de régulation, on est plus tranquille. C'est décentralisé dans une certaine mesure, donc tu peux aller assez sereinement. Il existe depuis 2008, c'est la reine des cryptos. Tu peux y aller plus ou moins sereinement. T'as Ethereum. Ethereum, pour l'instant, il me semble que je sais pas s'il a été déclaré comme security ou pas, ou si le doute plane. Par contre, quand tu regardes le board qui est dans l'Ethereum, t'as, il me semble, quelques personnes qui étaient dans la SEC avant, qui étaient dans la justice américaine. Donc tu peux dire qu'en tout cas, ils sont bien backés de personnes qui connaissent le système financier et potentiellement Ethereum ne sera pas considéré comme un security. En tout cas, on croise les doigts.
Matic a été considéré comme un security récemment. En fait, voilà, faut voir ça, faut prendre en compte la régulation, faut prendre en compte est-ce qu'il y a de l'utilité, est-ce que tu y crois, quelle est la communauté derrière la crypto-monnaie, ça c'est super important. Est-ce que potentiellement il va y avoir une hype, est-ce que t'es sur du court terme ou sur du long terme? Moi je privilégie le long terme, mais si t'es trader ou du court terme, dans ce cas-là, ceux qui ont vu arriver la hype de l'IA, ils s'en sont mis plein les poches. Maintenant, le prix est redescendu pour la plupart des cryptos, mais il y en a qui ont surfé sur la vague. Donc c'est plus détermine ton profil d'investisseur, long terme, court terme, détermine ton niveau de risque. Forcément avec du Bitcoin, tu vas pas aller chercher un x100. Maintenant, tu as de grandes chances que tu puisses potentiellement retoucher un ATH. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 30K, donc potentiellement un x2. Attention, voilà, on ne sait pas, mais ça peut arriver. Ethereum aussi. Et puis après, voilà, aventure-toi dans le top 10. Regarde, pour espérer peut-être un x3, x4. Mais encore, en fait, on parle de valeur, c'est énorme. Déjà, si t'as un x2, mais c'est insane. Genre, mais en fait, ce que les gens comprennent pas, c'est que comme la capitalisation n'est pas encore énorme, parce que quand on regarde la capitalisation des cryptos par rapport à la capitalisation du monde de la bourse, actuellement, c'est encore qu'une goutte d'eau. En tout cas, je la connais pas. Je connais pas les deux. On est vraiment... J'aurais pas les chiffres, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais on est vraiment à quelque chose de très, très... Okay. On parle de 2... Je pense qu'on parle de 2% ou 5% maximum de la capitalisation des boursières face à la capitalisation de ce qu'il y a sur le monde de la blockchain, en tout cas sur les tokens. Et cette différence, c'est ce qui explique la variable. Parce que si dans une capitalisation boursière où il y a 100 €, si je rajoute 10 €, ça fera un bond de 10%. Alors que si sur une capitalisation boursière, il y a 1 000 €. Si je rajoute 10 €, toujours la même somme, au final, ça montera que même pas de 1%. 1%. Donc, au final, ça n'aura pas le même impact étant donné la capitalisation. Et en fait, c'est ça qui fait la variable, la volatilité des marchés des cryptos. C'est le fait que la capitalisation n'est pas encore immense. Donc, chaque mouvement qui arrive sur le marché des cryptos, créer des mouvements d'oscillation qui sont les uns plus importants que les autres. Tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle. On va un peu sauter sur ce schéma-là. J'espère que j'ai quand même essayé de répondre à comment investir. Je sais que je suis très réticente, mais je préfère faire attention. C'était très intéressant. Et tu as pu apporter un point de vue en tout cas différent et compléter surtout celui que j'ai pu donner. Sur l'intelligence artificielle, là, on a le WorldCoin qui est donc mis en place par Sam Altman, qui est le CEO, celui qui a créé OpenAI, qui nous a donné donc ChatGPT. Qu'est-ce que tu penses sur le fait que la blockchain et l'intelligence artificielle, qui, selon moi, blockchain et intelligence artificielle vont dans le futur devenir les deux faces d'une même pièce. Je m'explique. Aujourd'hui, par exemple, je prends l'un des exemples les plus criards, les deepfakes. Il y en a énormément. C'est quelque chose qui va devenir très problématique. Je pense que la blockchain va devenir une base où, à chaque fois qu'on va créer un contenu avec nos téléphones, ça sera automatiquement mis sur la blockchain disant que ça a été créé avec le téléphone ou avec tel appareil et que la personne qui est filmée est bien la bonne personne qui est dans la vidéo. Donc, pour moi, ça va être les deux faces du même pièce. L'intelligence artificielle la blockchain va surtout permettre de certifier l'intelligence artificielle et surtout dans un monde où l'intelligence artificielle nous permet de créer énormément de contenu. Il faut de la blockchain, selon moi. Après, tu me dis, tu as le droit de me contredire. Il faut de la blockchain pour s'assurer que ce qu'on est en train de créer appartient réellement à la bonne personne et est vraiment viable. Qu'est-ce que tu en penses ? J'ai envie de te dire oui. Enfin, oui, forcément. Les deepfakes, c'est une grosse problématique. Moi-même, je me suis amusée à en créer avec des potes sur Stable Diffusion. Et c'est pas à des fins malveillantes. Je tiens à préciser, c'était pas du tout. C'était pour s'amuser un peu avec la techno. Et je me souviens qu'on s'amusait, c'était il y a 6 mois, et on avait déjà des résultats de fous furieux.
Donc aujourd'hui, clairement, enfin en tout cas surtout demain, on va être capable de reproduire ta tête dans toutes les situations possibles et imaginables. Donc cool et moins cool, surtout avec les dangers d'Internet. Donc si l'IA si la blockchain peut permettre de certifier tout ça, tant mieux. Aujourd'hui, moi, j'ai pas assez de visibilité ni de connaissances pour vraiment comprendre comment blockchain et IA vont travailler ensemble, sur quelle portion vraiment. Donc les deepfakes, c'est un très bon exemple. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Peut-être, pas peut-être. Honnêtement, je m'y connais pas assez pour pouvoir parler de ce sujet-là. Ok, mais du coup, sur la partie WorldCoin, si on repart sur cette partie bien particulière, un revenu pour les êtres humains. Qu'est-ce que t'en penses dans la finance? Ça tue ton business, hein, au final, si. Non, mais tu sais que ça, c'est vraiment... Je pense que c'est le projet du moment, d'ailleurs, qui divise pas mal la cryptosphère, comme j'aime l'appeler. Il y a les pro-WorldCoin, les anti-WorldCoin. Moi, en fait, j'attends de voir, parce que le projet est gigantesque. Ils ont quand même levé après 120 millions, si je dis pas de bêtises. Hein. Je n'ai pas les chiffres. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Faudrait vérifier et fast-checker l'information. Donc, ils ont levé beaucoup d'argent. Ils commencent à scanner beaucoup d'iris. C'est Sam, c'est quoi son nom de famille ? Altman, qui est derrière. On connaît l'ambition, il est très bien connecté. Il a ChatGPT, un outil extrêmement puissant avec déjà la donnée de plein de personnes, dont la mienne, que je lui ai donnée allègrement. Donc honnêtement, sky is the limit. J'ai envie de te dire, si c'est un autre Elon Musk, je veux dire, il n'y a pas de limite à ça. À voir comment ça va se passer, à voir comment ça va se retranscrire, sachant que là on parle d'un revenu universel mondial, c'est-à-dire qu'on est vraiment à fond dans la mondialisation. Aujourd'hui, on a un contexte aussi géopolitique qui amène les États à des fois vouloir un peu se renfermer et repartir sur du nationalisme, on le voit. Et dans tous les cas, on le voit déjà aujourd'hui avec les États qui se mêlent de plus en plus de ce que les grosses entreprises de la tech font avec nos data. Je pense notamment à Facebook, TikTok, bref, toutes les grosses entreprises qui ont des réseaux sociaux. Et puis récemment, cette image qui a fait le tour de France, en tout cas qui a été beaucoup commentée, celle de Macron face à Sam Altman, c'est son nom de famille, à l'Élysée. Et je sais pas, j'avais vu un commentaire sur la photo, j'avais trouvé ça hallucinant parce que moi j'avais pas remarqué, où Macron tenait un stylo ou avait une feuille de papier en face de Sam Altman et quelqu'un avait interprété ça comme étant, tu sais, le papier face à la technologie. Donc je sais pas s'il partait trop loin ou pas, mais sachant qu'il y a des symbolismes partout dans une photo notamment qui est médiatisée comme ça. Voilà, je me demande s'il y avait pas une interprétation derrière. Ok, du coup t'as pas donné ton iris? Pas encore. Moi, je n'ai pas donné mon iris. Okay, et bien. Je ne le ferai pas. Pas maintenant ou pas du tout? Tu sais, moi, je suis une grosse fan de Monero. Donc, déjà, à partir de ce moment-là, je crois, de manière, après, encore une fois, il y a beaucoup de contradictions. Et je t'en parlais la dernière fois où, typiquement, j'ai mon iPhone et il faut que je sois très transparente avec moi-même. J'ai le Face ID. Donc, je donne mes données, tu vois, je les donne, je sais, dans ma vie de tous les jours, il y a des moments où je fais pas attention, où je suis sûre que des fois j'accepte des cookies, etc. Je suis pas 100% anonyme sur Internet. Maintenant, voilà, si même en étant une personne plein de contradictions comme peut l'être l'être humain, j'essaye aussi d'avoir mon côté éthique et de valeur avec moi-même. Mais du coup, on va passer donc à la troisième partie, et là on va parler gaming. On est de retour. Là, il y a quand même l'un des aspects, donc on a parlé de Xali influenceuse, Xali dans le monde des femmes qui sont dans le monde du Web3, Xali finance, maintenant il y a Xali... C'est Martine, tu vois. Là, il y a Xali dans le monde du gaming, qui est une facette que tu aimes beaucoup, et surtout tu es en train de nous concocter quelque chose. Qu'est-ce que tu peux nous partager? Vas-y, dis-nous. Très bien. Alors, moi, je suis une grosse fan de 2 jeux en particulier, qui sont un Pokémon. D'ailleurs, vous voyez, j'ai une petite barrette Pokémon et je suis arrivée avec un Bob Pokémon tout à l'heure, il a rien dit. Merci, je te remercie pour ça. Et... J'ai juste dit, je pense pas qu'on aura ça sur le podcast. et Animal Crossing. Ça, c'est 2 jeux auxquels j'adore jouer. Je trouve ça trop cool, trop chou. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, c'est génial parce que aujourd'hui,
Enfin, moi, je passe pas mal de temps à jouer, entre guillemets, quand j'ai le temps, maintenant, parce que plus tu vieillis, moins t'as le temps de jouer. Et le gaming, c'est une grosse porte d'entrée. Tu vois, tout à l'heure, on parlait des portes d'entrée dans le Web3. Le gaming, c'est une excellente porte d'entrée vers le Web3, vers la blockchain. Il y a beaucoup de cas d'usage, beaucoup de démocratisation possible à travers cet outil. C'est génialissime. J'ai aussi, tu vois, je t'ai dit que j'avais commencé en tant que modératrice. Après, j'ai bossé dans des projets genre de Play to Earn à l'époque. Donc, c'était 2021-2022 plutôt. Et du coup, j'ai tout de suite été immergée dans cette partie de la blockchain. Et je trouvais ça génialissime avec plein de cas d'usage. Et à un moment, je me suis dit, mais ose, voilà, encore une fois, tu sais, genre, tu conseilles d'autres personnes, t'es dans d'autres projets, mais pourquoi toi, t'oses pas créer quelque chose, un jeu mobile? Ok. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Donc pour l'instant, je peux pas donner trop de détails parce que le podcast sera un tout petit peu trop tôt. Mais d'ici un mois, déjà, j'en parle un peu sur mon Insta, etc. Normalement, on aura l'alpha et donc on commencera à faire un peu de marketing dessus. Ok. Mais j'ai créé une sorte de... un jeu mobile à destination des Japonais. Donc je suis sur le marché japonais, principalement, qui va être trop cool et qui va sortir. Et je suis trop contente et mon équipe est géniale. Et pourquoi destination des Japonais ? Parce que j'adore l'univers japonais. Je suis une énorme fan du Japon. Ouais, ok. Je suis une énorme fan du Japon. Et ouais, du coup, j'aime beaucoup les univers. Animal Crossing, je crois que c'est l'un des jeux les plus joués au Japon. Pokémon, c'est japonais. Oui, c'est Nintendo, ouais, c'est japonais. Et voilà, donc je reste un peu dans cet univers de trucs trop mignons que tu peux décorer, etc. Et j'adore ça, je trouve ça... Enfin voilà, c'est mon petit truc à moi. Ok. Moi tu te rappelles, en plus, je t'avais partagé sur ça. L'univers du gaming aujourd'hui, je suis très critique par rapport à l'univers du gaming Web3. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans l'univers du gaming Web3, on trouve que des personnes, ou en tout cas des jeux qui sont play to earn. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a même plus... Il y en a qui essayent un peu de créer des choses. Je ne connais pas tous les jeux, donc il y a certainement des jeux qui sont peut-être mieux que d'autres. Mais dans la globalité, dans l'univers du gaming Web3, aujourd'hui, c'est essentiellement... La promesse, c'est... Viens jouer pour gagner de l'argent. Exactement. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'a pas forcément, entre guillemets, d'âme, parce qu'au final, les gens vont aller là où ils gagnent le plus d'argent, mais quand ils vont trouver un jeu où ils peuvent gagner plus d'argent plus facilement, en fait, ce jeu-là va être délaissé parce que il n'y aura pas de fondamentaux, ou sinon, il n'y aura pas de culture qui aurait été créée. Moi, lorsque j'accompagne mes clients en consulting, ce qu'on travaille énormément, c'est comment est-ce qu'on crée une culture au travers du Web3 ? Est-ce qu'on fait un truc pour juste répondre à du Web3, mettre des buzzwords, lever de l'argent et lancer quelque chose ? Ou est-ce que dans le gaming, on fait vraiment une culture autour du jeu vidéo, on crée réellement un mouvement, comme a pu le faire World of Warcraft, League of Legends, Call of Duty. Et en fait, c'est des choses où, de base, en fait, on paye pour pouvoir y jouer. Et on n'est pas payé pour pouvoir y jouer. Parce que le paradigme a changé où les gens attiraient simplement « Oui, viens, je te paye ». Comment est-ce que, aujourd'hui, quel serait ton conseil et qu'est-ce que tu es peut-être en train d'implémenter dans ton jeu sur comment faire en sorte que tu crées une réelle culture dans le gaming et tu l'associes au Web3 ? Mais déjà, pour une fois, tu vois, je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais vraiment, Enfin, sur tout ce que tu as dit, au bout d'une heure. Mais c'est vrai, et c'est moi, je la première, hein, moi, quand je jouais au Play to Earn à l'époque, soit je perdais beaucoup d'argent, soit je gagnais beaucoup d'argent, c'était des pump and dump. C'était ultra excitant et je m'en cache pas, c'est le côté, comme on dit, Degens un peu, où tu joues au casino, dans cette notion, et c'était génialissime. Et après, tu sais, j'ai envie de te dire, à un moment donné, il faut que ça commence par quelque chose. Okay. Les NFT, comme je te dis, la porte d'entrée, ça a été des chimpanzés qui se vendaient super cher. Il y a eu les DeFi qui a aussi commencé, même en même temps qu'Uniswap, mais avec aussi des protocoles de DeFi qui n'étaient pas forcément ultra stables ou ultra sustainable. En fait, c'est pas grave. La blockchain, c'est un terrain d'expérimentation où on peut tester tout, c'est nouveau, c'est génial, on s'amuse, et après, plus le marché va devenir mature, plus les tendances vont évoluer. Totalement. En ce qui concerne le gaming, effectivement, ça a commencé comme ça. Mais moi, je trouvais ça génial. Je pouvais jouer à des jeux un peu bancal ou banco. J'ai un problème. Je ne sais pas. Des jeux... Moi, je dirais des jeux bancals. Hein. Je ne sais pas, je pense pas que banco... Je dirais des jeux bancals. Bon. Et j'étais payée pour ça. Donc c'était génial. Après, effectivement, tu sautais de jeu en jeu.
Maintenant, les jeux, de manière en bear market, tu peux plus faire ça. Parce que l'argent ne coule pas à flot, il n'y a pas de nouveaux entrants, il n'y a pas assez de liquidité, donc tu es obligé de commencer à mûrir sur ton marché, à mûrir sur ton produit, à avoir un produit de plus en plus avancé. Et là, il y a quand même des jeux qui arrivent à sortir des trucs assez canons. T'as Cross the Ages qui est sorti, qui s'est classé, je crois, en top 3 ou top 2 jeux pendant genre 2 semaines à sa sortie. T'as quoi d'autre? Bon, t'avais Axie Infinity, mais eux, c'était un peu... c'était les premiers Play to Earn de l'époque. T'as Cross the Ages, il y a un jeu qui s'appelle Plant Crossing qui va sortir aussi, qui sort, où là, tu t'occupes c'est une sorte de petit Tamagotchi. Et j'en oublie plein, mais t'as vraiment beaucoup de jeux gaming qui sortent. Donc, ça commence à se consolider parce que de manière, aujourd'hui, tu peux plus les attirer par l'argent. Donc, t'es vraiment obligé de reprendre les codes du jeu vidéo, des fois avec moins d'argent, construire autour de la communauté, construire un vrai jeu où les joueurs prennent du plaisir à jouer, en sachant que potentiellement ils vont gagner des rewards, certes, mais ça va pas non plus être des rewards, des gains, mais ça va pas non plus être des gains démesurés ou comme ce qu'on avait vu en 2021. T'as The Sandbox qui est leader, qui commence aussi à faire des jeux de plus en plus aboutis dans le métaverse. Donc voilà, t'as tout cet écosystème qui est en train de mûrir, qui a compris que de toute façon un jeu maintenant ne pouvait plus fonctionner si on avait les trucs de l'époque. Ils font vraiment de vrais jeux autour d'une communauté où le joueur va être rémunéré pour jouer entre guillemets, mais c'est ça, moi la problématique que j'ai là actuellement, c'est le joueur doit être rémunéré pour jouer. À partir de ce principe-là, en fait, de base, le jeu, c'est du divertissement, c'est des choses qu'on fait naturellement et qui vient, et en soi, mettre un aspect où les joueurs sont rémunérés pour jouer, tout le monde... Techniquement, c'est pas possible. Tout le monde ne peut pas être rémunéré. Donc, il y a des endroits où d'autres vont perdre, là où d'autres vont gagner. Comment ça se passe, ça? Parce que quand on vend le jeu, on dit les joueurs sont rémunérés pour jouer, mais ils n'ont pas argent illimité et du coup, ils doivent quand même investir. Ils peuvent perdre. Comment ça se passe à la fin? Alors déjà, premier point, aujourd'hui, il y a beaucoup de free-to-play dans tous ces jeux Web3 où du coup, tu as une partie souvent gratuite ou par contre, tu as des NFT. Genre par exemple, tu joues avec des NFT. Et donc un NFT, s'il y a de la hype, etc., tu peux le revendre à un autre joueur. Ça, c'est des choses qui se font aussi dans le jeu, dans les jeux traditionnels. Moi, quand je joue à Animal Crossing, j'ai des clochettes. Des fois, je vais sur d'autres îles, on peut échanger des objets, etc. et tout. C'est juste que je le transforme pas en vrai argent. Mais ce principe existe de base. Donc, tu as cette notion de NFT et c'est pas forcément de l'argent illimité. Quand tu regardes, par exemple, l'économie de Dofus, Dofus, ouais. À chaque fois. J'y jouais pas. Je n'étais pas une joueuse de Dofus, mais en fait, quand je voyais mon petit frère qui, des fois, se faisait des tonnes d'argent, parce qu'il y avait vraiment une économie réelle qui était créée dans le jeu, lui, en réalité, il avait de l'argent. Donc, c'était de l'argent virtuel, mais pourquoi cet argent virtuel ne serait pas de l'argent réel? Sachant quand tu vends ou tu revends des choses avec d'autres joueurs, forcément, il y en a qui perdent, mais qui perdent quoi? Par exemple, si je te vends quelque chose, moi je l'achète, donc je perds de l'argent, mais c'est pour aussi avoir un NFT en plus, ou alors c'est parce que ça va me permettre de, je sais pas, d'échanger des cartes ou de jouer sur des choses. Donc en réalité, c'est pas de l'argent qui sort de nulle part, c'est juste une économie du jeu, il faut qu'elle soit bien étudiée, c'est pour ça qu'il y a des tokenomistes qui sont spécialisés. Mais dans tous les cas, le jeu fait des bénéfices. Tu vois, pourquoi est-ce que, par exemple, quand tu as un annonceur, donc les pubs sur ton jeu mobile, pourquoi toi, tu recevrais pas une partie du budget publicitaire, comme on le voit avec TikTok qui redistribue un peu de l'argent des ads ou même le YouTube Money. En fait, tout ça, c'est créer une économie dans le jeu. Donc forcément, il faut qu'il y ait des joueurs, il faut qu'il y ait une économie qui se crée, il faut que tu mettes en place des mécaniques de jeu qui stimulent l'économie avec de l'échange, de l'invente. Mais l'argent ne vient pas de nulle part, en gros. Si tu crées une économie, l'argent ne vient pas de nulle part. Il vient des joueurs peut-être, mais pour jouer avec le plaisir de jouer, sachant qu'il sera rémunéré, plus il joue, plus il devient fort, plus il gagnera de l'argent après. Ok. Et du coup, moi, il y avait une boîte qui me faisait, je sais pas si tu connais Ultra, iOS. Non. Avec tous les jeux de sans blockchain. Eux, ils ont vraiment ce côté. Moi, c'est plus sur ce type. En plus, c'est la première boîte dans laquelle j'ai investi dans la blockchain. Et sur laquelle j'ai gagné vraiment pas parce que j'étais vraiment au tout début. Ultra, leur créneau, c'est plus lorsque je suis dans un jeu, j'ai toute ma progression de ce jeu-là, je peux entre guillemets la transformer, c'est-à-dire ma progression m'a fait gagner les crampons de Ronaldinho sur FIFA et j'ai aussi j'ai 5 équipes et elles ont toute une valeur, je peux les revendre à un autre joueur et quand maintenant je vais
sur Call of Duty, en fait, je transfère ça en Ultra. Et sur Call of Duty, je peux acheter en fait des gears qui vont me permettre d'aller un peu plus loin. Un peu comme, je sais pas si tu vois le manga Sword Art Online. Non. C'est un manga qu'on retrouve aussi sur Netflix. Et après, c'est un truc qui est maintenant sur Netflix, je l'ai vu il y a pas longtemps. Mais il faut absolument que je regarde dans mais en fait, dedans, c'est... Alors, tu verras cette partie-là qu'à partir de la saison 2, en fait, parce que pendant la saison 1... Tu me spoil déjà. Non, même pas commencé. Non, pas du tout. C'est juste que pendant la saison 1, il a toute une progression. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à la saison 2, en fait, le jeu change. C'est un autre jeu. Mais tout ce qu'il a pu faire dans la saison 1 se transforme en argent. Et du coup, il peut avoir une progression et aller beaucoup plus vite dans la saison 2. Donc, au final, c'est un peu ce que la blockchain amène et ce que Ultra amène. Et c'est... En fait, je regardais ce manga à cette époque-là et quand j'ai vu ça de Ultra, j'ai fait... Oh, mais c'est le futur, c'est que ça va le faire. Et c'est comme ça que j'ai investi là-dedans. Qu'est-ce que on peut attendre aujourd'hui de ton jeu et qu'est-ce que tu penses va être l'univers du gaming dans les prochaines années? Alors, première question, qu'est-ce qu'on peut attendre de mon jeu? On peut attendre un petit univers très mignon, okay. Très cute. Voilà, c'est peut-être pas un joueur de LoL qui va jouer à mon jeu, peut-être plus un joueur de Tamagotchi, d'Animal Crossing, etc. Quoique, en soi, ou de farming. Mais surtout un écosystème. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vachement travaillé. Et je remercie d'ailleurs, c'est Kevin, donc le CEO de Defit, qui m'a beaucoup challengé dessus, qui lui a une application de Move to Earn. Où en fait, il me dit à un moment donné, tu as ton produit, tu as le Web3, mais il faut vraiment que tu crées un écosystème et un univers en accord avec tes valeurs. Donc on a beaucoup challengé ça. Et aujourd'hui, je suis assez contente parce qu'en fait, tu verras quand il sortira, mais tu as le jeu, certes, tu as une vision éducative derrière, tu as un environnement 360 où en fait, en tant que joueur, tu as un côté social, tu as un côté immersif, tu as un côté jeu, tu as un côté éducation qui te permet vraiment de faire partie d'une communauté et de vivre avec le jeu. Ça, c'est vraiment le premier point, faire en sorte que ton jeu, ça soit pas le seul produit, mais qu'en fait, le produit soit, in fine, ta communauté et l'environnement et l'immersion que tu vas offrir aux joueurs. Okay. Donc ça, c'est vraiment le principal. On a aussi une vision très environnementale derrière, avec des valeurs, d'un impact positif que moi, je voulais. Parce que je me dis qu'aujourd'hui, tu peux créer une boîte et avoir un impact positif derrière. Je trouve ça cool. Ouais. Comme embaucher aussi, des fois, des meuf takes. C'est genre des petits trucs que tu peux faire au quotidien et où tu as un petit impact. Et voilà, ça va être sortir, ça va être vraiment un environnement et faire en sorte que le joueur ne se lasse pas en créant justement cette logique d'économie de jeu derrière où en fait, plus tu joues, plus t'as une économie qui se crée, plus on rajoute des features et puis tu pars pour, j'espère, des années de jeu. Et du coup, est-ce que dans cet univers métaverse, donc sur la suite, est-ce que tu y crois déjà au métaverse et comment il va se créer? Et est-ce qu'aujourd'hui, qui va avoir un peu plus d'impact? Moi, je vois que par exemple, la blockchain aura certainement, l'IA plutôt, a un peu plus d'impact que la blockchain dans cet univers de métaverse. Ah, mais même partout. Enfin, moi, l'IA aura dans tous les cas beaucoup plus d'impact que la blockchain dans tout. Mais bon, déjà, juste pour revenir à ton dernier point, parce que ça va peut-être embriquer sur... comment l'univers du gaming va évoluer. Déjà, tu vois des Nintendo, des Ubisoft qui s'intègrent de plus en plus, qui ouvrent même leur studio mobile, leur studio de jeu à un univers Web3. Donc, je pense que vraiment, ça va être demain, le gaming, quelle que soit l'entreprise, quel que soit le secteur, va être tourné Web3. Récemment, tu as le Japon qui a annoncé qu'ils ouvraient ses frontières au Web3 et qu'ils allaient vraiment encourager les initiatives dans la blockchain. Le Japon, il y a aussi une énorme industrie du jeu avec de grosses entreprises qui, elles aussi, ont décidé de faire un pas vers le Web3. Donc ça, je suis persuadée que demain, on va évoluer vraiment dans une économie circulaire entre le joueur, le consommateur, l'entreprise, etc., qui aura vraiment une économie qui va se créer. Et le métaverse, grosse question. Honnêtement, je n'ai pas de réponse. J'ai fait un peu de sandbox. Il y a le jeu McDonald's qui est sorti là, dans The Sandbox récemment. J'ai un peu regardé, c'était assez chouette, assez choupinou. Maintenant, je sais pas, tu vois. Genre, j'ai un Oculus chez moi. je teste. La dernière fois, je suis allée dans un musée du jeu vidéo à Malaga. Ils avaient genre des sortes d'immersion. Parce que pour moi, le métavers, c'est un peu de l'immersif. Peut-être que je me trompe, mais...
c'est peut-être sans le casque, mais en tout cas, genre, on a eu ça. Enfin, j'étais dans le musée, j'ai vu enfin, il y avait vraiment, c'était très très cool, et je me dis, bah pourquoi pas être dans un métaverse en même temps et bouger. Après, honnêtement, je sais pas. Genre, j'ai pas la réponse. Après, t'as Apple qui vient de sortir son Apple Casque Vision, Pro Vision. Enfin, en soit, on commence à rentrer dans cet immersif. Est-ce que, par exemple, Meta, quand ils ont lancé ça s'appelait quoi, le métaverse? Non, ils ont beaucoup investi dans le métaverse à un moment donné. Ouais. Ils ont perdu beaucoup d'argent, le prix de l'action a chuté. Est-ce que, en fait, Mark Zuckerberg, je crois que ça se prononce comme ça, était pas trop visionnaire et qu'en fait, le métaverse, ça va se développer dans 6-7 ans avec toutes ces arrivées de casques et tout? Moi, par rapport au métaverse, j'ai toujours ce point qui est la personne qui va créer le métaverse comme on le pense, ou qui va créer en tout cas quelque chose qui s'y rapproche le plus, un peu à la Ready Player One, tout ça, soit n'est pas encore né, soit est encore en couche culotte. Parce que, personnellement, je pense que ça va être quelqu'un qui va être en lien avec son temps, qui va comprendre les technologies, qui va comprendre les mouvements, parce qu'aujourd'hui, on essaye d'imaginer le futur avec notre paradigme actuel. Mais la réalité, c'est qu'on a des nouvelles technologies qui changent complètement nos manières de penser, qui changent complètement nos manières de consommer, qui changent complètement nos manières d'interagir les uns avec les autres. Du coup, on va arriver dans quelque chose de totalement différent. Et il n'y a que quelqu'un qui aura grandi avec, qui aura compris comment ces choses-là fonctionnent, qui pourra le mettre en place. Je prends souvent l'exemple de MySpace, c'est un très bon réseau social, mais MySpace, ils sont arrivés juste un peu trop tôt. Il n'y avait pas la 3G, il n'y avait pas les smartphones. Donc, on n'était pas encore dans l'ère Web 2. Ils étaient présents, ils avaient une app qui était top pour l'ère Web 2, mais ils étaient encore dans le Web 1, malheureusement pour eux. Mais je pense qu'Apple, s'il y a quelqu'un, une entreprise qui va pouvoir commencer à bouger tout ça, c'est vraiment Apple. Franchement, leur casque, j'y crois. Peut-être pas les premiers modèles, mais ils sont tellement forts que je pense qu'ils vont réussir à faire un truc. Et tu sais qu'en parlant, tu viens de me faire penser à quelque chose sur l'IA et la blockchain et le gaming. Et tu vois, là, il y a de plus en plus de tests qui sont sortis sur, tu sais, les persos non jouables, non-playable, voilà. Que tu retrouves dans tes jeux de quêtes, d'aventure, etc. Où en fait, ils vont utiliser l'IA pour vraiment avoir une énorme interaction avec tous ces personnages du jeu en fonction de l'histoire, de ce que tu vas leur dire, etc. Il y a déjà des tests qui ont été faits, ça a l'air incroyable. Genre, franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Finalement, j'ai trop envie de jouer à quelque chose avec l'IA qui me répond et tout, ça peut être ouf. Et en fait, je rebondis juste parce que tu me posais la question tout à l'heure sur l'IA et la blockchain. En fait, là, c'est évident que le gaming, c'est vraiment une porte d'entrée pour toutes ces technologies. Il y avait un truc comme ça et je l'avais proposé. On avait fait une genre de maquette un peu avec mes étudiants. C'était de faire des profils. Donc, on s'était basé sur... je ne me rappelle plus du nom de cette application. En gros, c'est comme si c'était Mickey qui te répondait. C'est-à-dire, on a donné la personnalité de Mickey à ChatGPT et au final, avec l'API donc, d'OpenAI, c'est comme si c'était Mickey qui te répondait, comme si c'était Groot qui te répondait, comme si c'était John Wick qui te répondait. Et donc, c'est quelque chose d'ultra sympa et tu peux le mettre dans l'univers du gaming. Et même dernièrement, j'ai même vu que, et ça c'était drôle et ça a poussé au débat, dans un jeu où chaque joueur est donc une intelligence artificielle, son propre profil d'intelligence artificielle, il y a quelqu'un qui venait voir une personne et lui dire « mais tu sais que t'es pas réel ». Que tu es une intelligence artificielle et la personne était mais non, moi j'existe, je suis là, je suis ci, et c'était extrêmement troublant et des personnes disaient mais imagine, nous-mêmes en fait on est dans une simulation. Et tu vas dans la... Mais moi j'y crois, moi je suis genre très j'ai découvert cet univers, j'ai grandi, ma bande de potes était genre des gros geeks et c'est pour ça aussi qu'ils m'ont permis de découvrir tous ces trucs, mais genre ils me parlent tout le temps de science-fiction. Moi, tu me parles de Matrix, de machin et tout. Je suis en mode, mais ça se trouve, mais ouais, on est tous dans une matrice, on est tous des IA, on va se faire anéantir par les robots. Enfin, après, ça, c'est. Bon, je rigole, mais en vrai, c'est un côté, c'est très science-fiction. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça soit le métaverse, et encore une fois, il faudrait vraiment définir le métaverse, parce que c'est aussi une sémantique un peu troublante. Mais que ça soit dans le métaverse, dans l'IA, dans tout ce qui est... On est quand même un peu... on est carrément même dans la science-fiction. Dans SpaceX, j'ai regardé le prix des billets pour aller dans l'espace récemment. C'est 50 millions avec SpaceX, mais tu te rends compte quand même que maintenant... l'homme peut aller dans l'espace, tu vois, et passer un séjour de 3 jours. Enfin, tu vois, on est dans la science-fiction, carrément. La réalité s'inspire de la science-fiction. Et du coup, qu'est-ce que ça va être demain ?
Ça va être incroyable. On va suivre ça de près. En tout cas, tu reviendras commenter ça dans quelques temps sur le podcast. Sinon, je vous remercie de nous avoir suivis. Est-ce que tu as peut-être un petit mot de la fin ? Écoutez, juste si vous voulez aller dans la blockchain, je m'adresse à la caméra, si vous voulez vraiment rentrer dans l'univers de la blockchain, allez-y, évitez d'écouter toutes les personnes qui disent c'est trop compliqué, etc. On y est, de toute façon on y est dans l'ère de la blockchain, achetez ses premières cryptos, c'est super simple, testez, intéressez-vous à la génésis des cryptos et la philosophie, même si ça va se perdre, c'est quand même ultra intéressant, ça part pas de rien, et n'ayez pas peur d'écouter les avis contradictoires aussi, parce que c'est dans la contradiction qu'on peut essayer de comprendre la vérité. On l'a vu aujourd'hui. Voilà. Je vous remercie de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao.